Salam alaikum. Alors dans ce chapitre, le cinquième, on va traiter de la cristallographie et diffraction des rayons X. Alors on commencera par voir qu'est-ce que signifie une direction et un plan cristallographique. Voilà. Alors je vous donne ici deux figures du même réseau cristallin, c'est-à-dire une structure de nœuds disposée de manière régulière, mais on peut voir que cette structure est vue par exemple un observateur dans cette direction. Il va voir l'ensemble de ces points du réseau comme appartenant à des droites, on les appelle droites nodales ou droites réticulaires, dans cette direction, et que ces droites contiennent tous les nœuds du réseau. Maintenant, un autre observateur va voir les choses de manière différente, c'est-à-dire dans cette direction, voilà, avec des droites réticulaires qui contiennent tous les nœuds, voilà, mais dans une direction différente. Maintenant, on peut avoir un observateur qui voit dans cette direction, voilà, des droites horizontales. Maintenant, ici, on peut avoir des droites verticales. Mais c'est-à-dire pour vous dire qu'il y a une infinité de manières de voir la disposition de ces droites qui contiennent la totalité des nœuds du réseau. Ce sont des droites réticulaires. Maintenant, si on va généraliser cela à un système à trois dimensions, eh bien, on peut voir les droites, mais aussi des plans qui sont parallèles entre eux, disposés d'une certaine manière et qui contiennent la totalité des nœuds. Par exemple, on peut voir des plans disposés dans cette direction, comme on peut voir des plans disposés dans cette direction, comme on peut avoir des plans qui sont disposés de cette manière. Voilà. Alors, en quoi l'étude de ces droites et plans cristallographiques réticulaires va nous aider? Eh bien, elle peut nous aider à prédire, entre autres, les déformations de matériaux qui ont lieu sous certaines charges suivant des plans et directions bien précises. C'est-à-dire, si on va tirer le système dans cette direction, sa réponse sera différente de celle où on va tirer le matériau dans cette direction. Voilà. C'est-à-dire la connaissance des plans et des directions va nous aider à voir quelles sont les réponses d'un cristal à une sollicitation mécanique. Voilà. C'est-à-dire, c'est le concept de l'anisotropie. C'est-à-dire, le matériau ne répond pas de la même manière dans les directions différentes. Voilà. Prédire les modes de rupture des matériaux, bien sûr, c'est-à-dire les plans qui sont plus susceptibles à se casser. Alors, les propriétés des matériaux, par exemple, la conductivité électrique, thermique, mécanique, magnétique et autres, varient avec l'orientation dans le matériau. Alors, pour cela, comment on va indexer ces plans et ces droites? Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle les indices de Miller, un minéralogiste anglais qui a fait ses travaux autour de 1839 et qui donne une représentation standard des directions et des plans dans une structure cristalline. Bien sûr, il y avait d'autres travaux, mais c'est le travail de Miller qui est retenu. Alors, bien sûr, pour une structure à trois dimensions, trois indices, j'anticipe un petit peu ici. Trois indices sont utilisés pour la désignation du type de plan et de direction, à savoir HKL sans virgule. La notation HKL représente un point. Par exemple, on commence par les droites réticulaires et on vous donne ici un exemple d'un réseau cristallin, c'est-à-dire des nœuds qui sont disposés de manière régulière avec un système d'axes, ce qu'on appelle une métrique, c'est-à-dire la distance A, la distance B, l'unité, la distance C, pas forcément les mêmes, avec des angles. Voilà, on a vu ça dans un chapitre précédent.
Maintenant, on va choisir arbitrairement une origine, puisque le système est supposé périodique à l'infini. Alors, on va prendre dans une direction, voilà, on va prendre le premier point, voilà, la direction, cette direction, et on va l'indexer. Comment on va faire? Bien sûr, comme je viens de le dire, on va choisir arbitrairement un point comme origine. On va voir le point le plus proche, c'est-à-dire de ce point de l'origine, celui-là par exemple, et on va trouver le vecteur position de ce point. Alors le vecteur position de ce point écrit dans ce système d'axes est 4A, puisque voilà, vous pouvez voir que c'est 4 unités de A, 3B et 1C. Voilà, c'est le vecteur position de ce point. Mais il faut savoir que cette droite s'étale de moins l'infini à plus l'infini, puisque le réseau est supposé infini. Et bien tous les points qui sont sur cette droite ont le vecteur position qui est, voilà, le vecteur position qui est lambda 4a plus 3b plus 1c, avec lambda un nombre entier qui va de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 10, 20, 80, voilà. Tous les points qui sont sur cette droite ont un vecteur position qui s'écrit sous cette forme, voilà. Alors, comment faire pour indexer cette direction? Eh bien, on va prendre le vecteur du nœud, le premier nœud à partir de l'origine. On va prendre les coordonnées dans ce système d'axes, par exemple 4, 3, 1, et on va les mettre entre parenthèses carrées, sans virgule. Il faut faire attention. Parenthèses carrées, 4, 3, 1 sont les coordonnées du premier nœud à partir de l'origine de cette direction. Bien sûr, il faut savoir que cette direction, c'est-à-dire cette droite, représente toutes les droites dans cette direction, c'est-à-dire toutes les droites qui sont parallèles à cette droite qui passe par l'origine et qui contiennent tous les nœuds du réseau. C'est-à-dire cet index 4, 3, 1 représente cette direction, elle représente toutes les droites qui sont parallèles à cette droite. Voilà, cette direction. C'est-à-dire ce symbole représente cette direction dans le réseau. Voilà. Alors maintenant, par exemple, on a un point de l'origine, un système d'axes, un réseau, un système d'axes A, B, C. Voilà. Et on a le premier point sur cette droite, à droite, et ce point, le premier point à gauche. Et vous pouvez voir que les coordonnées de ce premier point est moins 1, 1, moins 1. Voilà. Moins 1, 1, moins 1. C'est-à-dire moins A plus B moins C. Celui-là est A moins B plus C. Voilà. Mais si on voit les choses, ce point est le premier point à partir de l'origine. Ce point est le premier point à partir de l'origine. Maintenant, l'index de Miller, c'est-à-dire selon le travail de Miller, le moins 1, alors on va le remplacer par un bar. Voilà, un bar entre parenthèses carrées, un bar, 1, 1. C'est-à-dire cette direction est représentée par un bar, 1 bar, puisqu'on se réfère à ce point. Mais si on se réfère à ce point, eh bien, ça va donner 1 bar, 1. Alors quelle notation prendre? Eh bien, on peut choisir entre les deux notations. Les deux sont correctes. Voilà. L'essentiel, c'est que vous retenez que si vous avez une coordonnée négative, eh bien, vous la remplacez par exemple, 1 bar. Moins 1, vous la remplacez par 1 bar. Maintenant, si on a une direction, par exemple, on vous donne une direction, une droite, mais qui ne passe pas par l'origine, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Pour pouvoir indexer une droite qui ne passe pas par l'origine, on prend la droite qui lui est parallèle et qui passe par l'origine. C'est-à-dire, on va là faire une translation. Voilà.
de manière à ce que cette droite passe par l'origine, ou bien on fait un changement d'origine. Le système d'axe, on va le translater vers ce point. Et vous voyez ici que ce point-là passe par un A, un B et un C. C'est pour ça cette direction est indexée par 1, 1, 1. Bien sûr, sans virgule, il faut faire attention. Voilà. Maintenant, on passe ce qu'on appelle les plans réticulaires. Alors, la géométrie nous dit que tout plan dans l'espace peut être représenté par une équation qui peut s'écrire sous cette forme. Hx sur A plus Ky sur B plus Lz sur C égale à 1. Par exemple, ce plan-là qui croise l'axe des X en grand A, en B, et l'axe des Z en grand C. Voilà. Maintenant, les X, les Y, les Z sont les coordonnées des points qui appartiennent à ce plan. Bien sûr, ici, le X est écrit, c'est une coordonnée, c'est une distance, et écrit en unité de A, suivant A, Y écrit en unité de B et Z en unité de C. Bien sûr, avec les HKL sont des nombres réels. Voilà, c'est-à-dire chaque type de plan a c'est-à-dire un ensemble HKL, voilà, qui lui correspond. Maintenant, le OA, par exemple, si on veut prendre le vecteur, trouver le vecteur OA, et bien le point A a les coordonnées Y et Z égale à 0, c'est que le X de ce point, c'est-à-dire OA, c'est X fois A. Et bien X égale à quoi? Égale à A sur H. C'est pour ça on va prendre OA égale à A sur H. Retenez ici que la coordonnée de OA suivant A est l'inverse de H. Voilà, ce H là. Et l'inverse de H. Retenez là. On va l'utiliser après. De la même manière, OB égale à B sur K. C'est-à-dire, on va prendre le B, elle a un Z égale à 0 et X égale à 0. Si on remplace ici, on aura Y sur B fois K égale à 1. Ce qui fait que Y égale à B sur K. Voilà. B sur K. C'est l'inverse de K. C'est l'inverse de L. Alors, dans l'hypothèse d'un réseau cristallin, un plan passant par 3 nœuds et donc contenant une infinité de nœuds est un plan réticulaire. C'est-à-dire, ici, on a un plan qui ne passe pas, par exemple, si on a les nœuds ici, par exemple là, c'est-à-dire un système d'axes, et que ce plan-là ne passe pas par des nœuds, mais dans notre cas, on va supposer que ce plan passe par des nœuds. Et bien, on l'appelle un plan réticulaire. Voilà. L'ensemble des points réticulaires parallèles constitue une famille de plans qui contient l'ensemble des nœuds du réseau. C'est ce qu'on vient de dire. Maintenant, si les points A et B et C sont des nœuds, voilà, s'ils sont des nœuds, c'est-à-dire si par exemple le point il est là, point un multiple de A, et bien la coordonnée du point A est un multiple de la distance petit a. Voilà, c'est un multiple entier. De même, le B sera un multiple entier de B, petit b, c'est-à-dire voilà, la distance ou le vecteur unité suivant Y. Le vecteur unité suivant Z, c'est C, et bien le grand C sera un multiple. C'est pour ça, OA, c'est égal à X égale à UA. Avec U, c'est un entier. Y égale à V fois B, un entier. WC avec W est un entier. Voilà. Maintenant, si on parle d'un plan réticulaire, c'est que ces nœuds, c'est-à-dire les points où se croisent avec les axes, sont des nœuds. C'est pour ça qu'on va remplacer les X par UA. Donc si on remplace X par UA, et bien le A saute avec le A, et il nous reste U. De même pour Y, Y c'est V fois B, B saute avec le B, WC, C saute avec le C, et on aura H, U plus KV plus LW égale à N. N c'est le nombre le numéro du plan, parce qu'il y a une infinité de plans, il y a un plan qui passe par l'origine, mais il y a d'autres plans qui ne passent pas par l'origine et qui sont parallèles à ce même plan. Le premier plan à partir de l'origine, c'est-à-dire celui qui ne passe pas par l'origine, voilà, et bien c'est son équation est donnée par
Voilà, par cette expression. HU plus KV plus LW égale à 1. U, V, W sont les coordonnées d'un nœud sur ce plan. H, K, L sont des nombres qui caractérisent ce plan. Voilà. Parce que chaque plan dans l'espace est caractérisé par trois valeurs. Voilà. H, K, L. H, K, L sont donc des inverses de longueur découpées sur les axes sur ce plan. Voilà. Et bien, pour un système réticulaire, ces HKL sont des entiers. Voilà. Pour un plan quelconque qui ne passe pas par les nœuds, et bien HKL, on a dit que ce sont des nombres réels. Mais là où le plan passe par des nœuds, voilà, c'est-à-dire les nœuds sont des multiples du vecteur unitaire, et bien c'est le HKL sont des entiers. Voilà. Alors pour cela, on va donner un exemple pour indexer un plan, c'est-à-dire une famille, un ensemble de plans dans un réseau cristallin. Alors comment faire? Alors je vous donne ici un système d'axes, un réseau cristallin, c'est-à-dire des points qui sont disposés de manière régulière avec un système d'axes, ce qu'on appelle une métrique, c'est-à-dire une distance suivant x, a, une distance suivant y, petit b, une distance qui représente le vecteur unité suivant z, c, avec les angles alpha, bêta et gamma. Maintenant, on va prendre le premier plan, ce premier plan qui passe par, voilà, à partir de l'origine. Bien sûr, on va choisir arbitrairement un point comme origine. Ce plan, cette partie du plan, voilà, on a montré juste cette partie puisque ce plan s'étale vers à l'infini. C'est un système infini. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va faire, eh bien, on va voir les points où ce plan croise les trois axes. Et bien, suivant x, il croise l'axe des x en 2 unités de A. Voilà. Il croise l'axe des y en 3 unités de B. Voilà. 1, 2, 3. Et il croise l'axe des z en unité de C. Voilà. C'est pour ça. Alors, et on sait, c'est-à-dire ces informations, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on prend l'inverse des chiffres devant les vecteurs. Voilà. 2, l'inverse de 2, c'est 1 demi. L'inverse de 3, c'est 1 3. L'inverse de 1, c'est 1 sur 1. Voilà. Et on met ces nombres entre parenthèses rondes. Voilà, sans virgule. Voilà la procédure. 1 demi, 1 troisième, 1, 1. Pour avoir des nombres entiers, on les multiplie par le petit commun multiple. Dans ce cas, 6. Le plus petit commun multiple entre 2, 3, 1 et 6 pour ne pas trimballer les fractions. Et bien, si on le multiplie, on va avoir 3, 2, 6. Et bien, on va mettre ces chiffres entre les parenthèses rondes. 3, 2, 6 représente l'ensemble des plans qui, dans le premier plan, traverse x en 2a, traverse y en 3b, traverse z en 1c. Voilà. Et tous les plans parallèles à ce plan et qui contiennent tous les nœuds du réseau. Voilà. Comme le cristal a une invariance par constellation, on peut choisir n'importe quel point comme origine. On a le choix. Voilà. Alors, remarquons qu'une infinité de droites réticulaires et de plans réticulaires ont les mêmes indices, car par exemple, le troisième plan, eh bien, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire 3, 2, 6 représente l'ensemble des plans qui sont parallèles à ce premier plan qu'on a utilisé pour trouver l'index et qui contient tous les nœuds du réseau. C'est pour ça, par exemple, le troisième plan, il coupe l'axe des X en 4A, il coupe l'axe des Z, des Y plutôt en 6B, parce que si on étale, voilà, on aura le croisement en cet endroit, et bien 6B. Maintenant, ce point, si on va le prolonger, on va voir qu'il c'est-à-dire croise l'axe des
Z ont 2 unités C. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 1 sur 4, 1 sur 6, 1 sur 2. Et bien, le plus petit commun multiple dans ce cas est aussi, c'est le 12. Et on va voir que 12 sur 4, ça nous donne 3. 12 sur 6, ça nous donne 2. 12 sur 2, ça nous donne 6. Et on tombe sur le même index. Le même index 3, 2. C'est-à-dire pour vous dire que cette indexation 3, 2, 6 représente l'ensemble des plans parallèles à ce plan. Voilà, et qui contient tous les nœuds du réseau. Voilà. Alors il est utile de noter que seulement dans un système cubique, une droite réticulaire HKL est perpendiculaire au plan réticulaire HKL. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, on va prendre ici, voilà, je vous donne ici quelques exemples de droite réticulaire. Et bien vous avez 1, 0, 0, c'est dans cette direction, 0, 0, 1 dans cette direction, 0, 1, 0 dans cette direction. Voilà. Maintenant, le plan 1, 1, 1, c'est quoi? Et bien, c'est qu'il intercepte l'axe des X en 1, il intercepte l'axe des Y en 1, il intercepte l'axe des Z en 1. C'est ce plan-là. Voilà. Alors, voilà, c'est celui-là. Celui-là, c'est là. Maintenant, l'axe, la droite 1, 1, 1, voilà, elle passe de l'origine vers ce point-là. Et bien, vous pouvez vérifier vous-même que cette droite est perpendiculaire à ce plan-là. Voilà. C'est ainsi que la droite 1, 1 est perpendiculaire au plan 1, 1. Par symétrie, si on fait une rotation autour des axes d'un angle de 90 dans le système cubique, on aura la même structure. Voilà. C'est que, par exemple, on a la direction 1, 0, 0, la direction 0, 1, 0, la direction 0, 0, 1. Et bien, si on fait une rotation du cube autour de l'axe Z, et ben, on va voir que cette direction remplace celle-là. Cette direction va tourner d'un angle 90 et va remplacer la 0, 1, 0, puisque c'est la direction qui nous intéresse. Et bien, par symétrie, on voit que ces 3 directions sont équivalentes. Et bien, on va les mettre, voilà, on va les mettre dans, c'est ainsi que les directions sont équivalentes, on va les mettre entre crochets pointus. Voilà. C'est par exemple la direction 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, et on va les mettre dans une famille de directions équivalentes par symétrie. Voilà, 1, 0, 0, c'est-à-dire lorsque vous voyez cette notation, et ben ça veut dire que c'est là les trois directions équivalentes par symétrie du cube. Maintenant, la direction ici, on a 1 bar, et bien cette direction c'est 1, 0, 1 bar, cette direction c'est 1, 0, 1. Mettons par rotation du cube, on voit bien que il y a s'interchange, ces directions s'interchangent et on obtient 2 directions équivalentes. Et bien on va les mettre entre crochets pointus comme une famille de directions 1, 1, 0. De même pour la direction 1, 1, 1, et bien vous pouvez avoir une direction qui passe de l'origine vers ce point, mais vous pouvez aussi avoir une direction de ce point vers ce point, de ce point vers ce point, de ce point vers ce point. Toutes ces directions sont équivalentes et on va les mettre entre crochets pointus 1, 1, 0. Voilà. Alors, pour la direction, maintenant, les plans, voilà, toutes les directions sont équivalentes et sont englobées dans la famille 1, 0. Bien sûr, c'est aussi ce que je viens de dire, 1, 1, 1 englobe les directions 1, 1, 1, 1 bar 1, 1, 1, 1 bar 1 et 1, 1, 1 bar. D'autre part, les plans 1, 0, 1, 1, 0, alors vous avez ce plan-là. Alors ce plan-là, c'est 1,
c'est 1, 1, 0. Alors, 1, c'est parce qu'il intercepte l'axe des X en une unité de A. Il intercepte l'axe des Y en une unité de B. Mais le 0, d'où vient ce 0? Eh bien, ce plan-là est parallèle à l'axe des Z. On dit que ce plan intercepte l'axe des Z à l'infini. Maintenant, comme on a fait pour trouver ces indices de Miller, eh bien, on a inversé les HKL, c'est-à-dire qu'on a inversé ici l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. C'est-à-dire à chaque fois que vous trouvez 0, c'est que ce plan intercepte est parallèle à cet axe. Voilà, 1, 1, 0. Maintenant, 1 bar 0, eh bien, il est parallèle à Z, puisque le troisième chiffre est 0. Mais 1 bar, c'est qu'il intercepte, c'est-à-dire si on prend par exemple l'origine ici, eh bien, il intercepte le X en 1, il intercepte le Y en moins 1. C'est pour ça qu'on a mis un bar sur le 1 pour le X. Et bien, tous ces plans, si on fait une rotation du cube par symétrie, et ben, ils vont interchanger les rôles et ce plan devient ce plan-là et vice-versa. C'est pour ça qu'on va les ranger dans une même famille. 1, 1, 0, voilà. On va les mettre entre parenthèses. Voilà. Plutôt entre accolades. 1, 1, 0. Voilà. Voilà, de la même manière, la famille de plans 1, 1, 1, c'est quoi? C'est ce plan-là, par exemple, 1, 1, 1, mais aussi ce plan-là, ce plan-là, voilà. Ils sont équivalents par symétrie du système étudié. Voilà. Alors, pour déterminer, c'est-à-dire une récapitulation, pour déterminer les indices de Miller, d'un plan, on doit suivre les étapes suivantes. Choisir une origine ou de la cellule élémentaire telle que le plan ne doit pas passer par l'origine. Le plan est le plan le plus proche à l'origine. Marquer les intersections de ce plan avec les directions X, Y et Z. Avec A, la distance entre l'origine O et l'intersection suivant X. B, la distance entre l'origine et l'intersection suivant Y. Et C, la distance entre l'origine O et l'intersection suivant Z. Prendre l'inverse de ces distances, c'est-à-dire 1 sur A, 1 sur B et 1 sur C. Modifier les inverses en réduisant le multiple, éliminant les fractions, mettons un bar au-dessus de la valeur entière négative et enfin, plaçons les nombres entiers trouvés entre parenthèses sans virgule. Voilà comment on fait pour l'indexation des plans. Voilà, alors un tableau récapitulatif, voilà les parenthèses pour les plans individuels, les accolades pour la famille de plans, voilà ce que je viens de dire. Les parenthèses carrées, c'est pour une direction individuelle, et les crochets pointus, c'est pour la famille de directions à cause des symétries du système cristallin étudié. Voilà. Maintenant, on passe à ce concept de système de glissement. Alors, on lit, dans un plan à haute densité où un maximum d'atomes se touchent, on aura le long de lignes de contact des atomes de glissement interatomique, une espèce de ricochet de déplacement atomique suivant à une force exercée. C'est-à-dire, rappelez-vous, la fois passée, on a utilisé un modèle, ce qu'on appelle le modèle des sphères dures. Et on a vu par exemple dans le système cubique centré que les atomes se touchent suivant la diagonale principale. Alors, bien sûr, c'est un modèle qui a donné quelques résultats, mais selon ce modèle, eh ben, dans certaines directions, les atomes se touchent. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire si jamais on va faire une sollicitation suivant cette direction, eh ben, cette sollicitation aura une réponse de la part du système. C'est-à-dire, c'est comme si chaque atome va pousser l'atome voisin pour qu'il y ait un effet de déplacement. Maintenant, selon une direction où les atomes ne se touchent pas, eh bien, l'effet sera moindre. Voilà. Alors, selon ce modèle, on peut expliquer ce qu'on appelle la ductilité des matériaux, qui est la capacité du matériau à se déformer plastiquement
augmente avec le glissement. C'est-à-dire cette ductilité augmente à chaque fois que le système a une possibilité de glisser, c'est-à-dire une direction où les atomes se touchent, et bien on aura une possibilité de ductilité. C'est-à-dire le système ne se casse pas. Voilà. Plus on a de contacts entre atomes, plus on a des lignes de glissement et plus on aura la possibilité que le matériau se déforme plastiquement. C'est-à-dire il ne se casse pas. Voilà. Bien sûr, il peut se casser pour des énergies plus élevées. Inversement, moins on a des systèmes de glissement, plus on a un matériau fragile. Rappelez-vous, dans le chapitre des liaisons, et on a vu que, par exemple, pour les matériaux fragiles, ce sont des matériaux qui contiennent des liaisons ioniques ou des liaisons covalentes. Voilà. Alors, les liaisons covalentes, ce sont des liaisons non directionnelles, c'est-à-dire un atome ne peut pas faire une liaison avec un autre atome de manière quelconque. Il y a une direction imposée par ces atomes. C'est pour ça qu'il y aura un vide entre les atomes et les électrons seront localisés autour de certaines régions dans l'espace. C'est pour ça ce vide augmente la fragilité du système, puisqu'il n'y aura pas de système de glissement. Voilà. Entre les trois liaisons existantes, seule la liaison métallique permet le glissement. C'est pour cette raison que les matériaux métalliques ont une ductilité. Voilà. Alors, vous pouvez voir que, par exemple, pour la liaison métallique, ce qu'on a dit, on a dit qu'il y avait des électrons qui forment une mer d'électrons. C'est comme une colle qui fait la cohésion des atomes. Et bien à chaque fois qu'on sollicite, c'est-à-dire on pousse, on tire sur les atomes, et bien les électrons suivent ce mouvement. Voilà. C'est pour ça qu'ils évitent aux matériaux de se casser. Il y a un système de glissement. Voilà. Alors par exemple, dans la structure cubique à face centrée, c'est dessus le plan 1, 1, 1. Voilà, le plan 1, 1, 1, c'est le cristal cubique à face centrée. Et le plan 1, 1, 1, voilà. Et le plus dense des systèmes de glissement existent. Pourquoi? Parce que si on tire des deux côtés, et bien cet atome et cet atome et cet atome se touchent. Et bien il va y avoir un système de glissement, c'est-à-dire les atomes peuvent se déplacer sans que le système se casse. Alors comment on fait pour calculer par exemple la densité d'un plan? Par exemple, on va prendre ce plan-là, carré par exemple. Alors la surface de cette région est A au carré, puisque c'est un cube, A au carré. Maintenant, on va compter le nombre d'atomes qui sont contenus dans cette surface. Et bien, vous pouvez voir ici que chaque atome au sommet est commun entre 4 surfaces. Voilà, 4 surfaces. Alors, chaque atome au sommet, va être compté 1/4. On aura 4 atomes. Et bien, c'est comme si on a un atome, plus l'atome au milieu, au centre de la surface. Et bien, on aura 2 atomes par surface. Maintenant, vous pouvez de la même manière voir, par exemple, vous prenez cette surface, comptez le nombre d'atomes qui est contenu et vous trouvez que le plan 1, 1, 1 est le plan le plus dense parmi tous les plans du cristal cubique à face centrée. Voilà. Alors, dans le hexagonal compact, c'est le plan de base. Voilà, c'est le plan de base qui est le plus dense. Et bien, vous voyez que cet atome-là se touche avec cet atome. Et bien, si on tire, il va y avoir un mouvement de déplacement des atomes puisque les atomes se touchent. Voilà. Dans le cubique centré, voilà, le cubique centré, c'est ce plan-là qui est, comme je viens de le dire, dans le cubique centré, les atomes se touchent suivant la diagonale. Voilà. Si on tire dans cette direction, et bien les atomes suivent l'action. La réponse sera grande. Alors que si on tire suivant cette direction où les atomes ne se touchent pas, l'effet, c'est-à-dire la réponse sera moindre. Voilà. Alors donc le cubique, c'est le plan 1, 1, 0 qui est le plus dense.
il existe d'autres plans moins denses, mais avec des systèmes de glissement secondaire, c'est-à-dire avec un effet secondaire que le primaire. C'est le cas par exemple du plan prismatique. Le plan prismatique, voilà le plan prismatique, ce plan-là, il est moins dense que ce plan. Et si on tire dans cette direction, puisque ces deux atomes ne se touchent pas, l'effet sera moindre. Voilà. Ou pyramidal du première ou deuxième espèce. Voilà, pyramidal ou première espèce ou deuxième espèce, ce sont ces plans-là. Voilà. Ou encore les plans 1, 1, 2, 1, 2 dans la structure cubique centrée. Si la matière n'arrive pas à trouver un meilleur système de glissement qui répondra à une force exercée, des systèmes de glissement secondaires vont être activés, mais de moindres réponses. Voilà. Merci.